Thanatéros, partie 1, chapitre 5. À 17 ans à peine, je venais d'être légalement émancipé, déjà contraint aux responsabilités d'adulte. Il y avait des avantages certains, je n'avais plus de compte à rendre et je suivais mes propres envies. En parallèle, j'étais seul face aux difficultés de la vie. Quelques mois plus tôt, ma mère était morte d'une grave maladie. Mes parents m'avaient caché la vérité, mais elle était souffrante depuis un bon moment. À sa mort, mon père fut frappé par une sévère dépression. Pour l'aider dans les tâches administratives et dans la gestion du ménage, il avait demandé mon émancipation à la justice. Cette période fut très confuse dans mon esprit. Je devais prendre des décisions, mais je n'en avais pas la force. Une semaine à peine après avoir reçu la notification du jugement, j'avais retrouvé mon père pendu au lustre du salon en revenant du lycée. Il m'avait laissé une lettre dans laquelle il indiquait que c'était prémédité avant la mort de ma mère. Ils avaient prévu de mourir ensemble. Mon père ne voulait pas que je sois mis sous tutelle et il était resté près de moi pour s'assurer que je ne serais pas abandonné et que je pourrais rester dans la maison. Quelle bonne blague. Un vrai farceur, mon père. Il se suicide, soulagé que je ne sois pas abandonné car je suis émancipé. On me raconterait un truc pareil, mais jamais je ne pourrais y croire. Je l'ai haï pour cela, et j'en brûlai cette lettre sur le champ. La colère me permit sans doute de surmonter un peu ce double deuil. Qu'il fût anéanti par le chagrin était normal. Moi aussi j'étais triste d'avoir perdu ma mère. Cela dit, oublier la présence de son fils et préférer mourir plutôt que de continuer à assumer sa responsabilité de père, j'avais vraiment des difficultés pour le comprendre. S'il était possible d'aimer tellement fort une personne que la vie sans elle n'ait le moindre sens, je devais faire en sorte que ça ne m'arrive jamais. Tandis que je réfléchissais à un moyen d'éviter de subir de telles souffrances, insidieusement, l'idée de recherche d'immortalité germa dans mon esprit, à la suite de ces deux événements proches. Le venin de la perdition venait de m'être inoculé, et il allait se propager peu à peu dans mon âme, enracinant davantage cet égoïsme amoral, afin que je ne sois jamais tributaire de la vie ou du bon vouloir de quelqu'un d'autre. Avec les grandes idées de mon père de retrouver sa femme dans l'après-vie avant l'heure, je vécus comme un miséreux pendant toute une période. Heureusement, je bénéficiais de la maison et une pension d'orphelin indécente me permettait de subsister. En évitant toute dépense inutile, une fois les factures payées, j'avais à peine de quoi continuer à me scolariser. Mon alimentation en était limitée à des pâtes accompagnées au choix de beurre, de mayonnaise, de sucre pour varier un peu, et de temps en temps d'une portion de cornet de bœuf. Le pain frais était tartiné de confiture, raclé pour en utiliser le moins possible, et le pain rassis était toasté à la poêle, ou jeté dans une casserole d'eau bouillante, agrémentée d'un cube bouillon en guise de potage. Je ne risquais pas de grossir avec un tel régime. Lors d'une fin de mois plus difficile que d'habitude, j'avais été contraint d'utiliser 2 conserves pour chats, vestiges de Goebbels, retrouvé mort empoisonné dans le jardin d'un voisin un an auparavant. Malgré cet aspect de boulettes de viande prémâchée figée dans la gelée, l'expérience ne fut pas si horrible en fin de compte. Je me sentais très seul dans cette baraque pleine de souvenirs. Les rares membres de ma famille encore vivants avaient renié l'histoire de notre lignée. Dans la plus grande des hypocrisies, ils considéraient mon père comme un pro-nazi violent et ils avaient coupé les ponts depuis bien longtemps. Mais nous en étions tous des nazis, bon sang. Nos parents avaient mangé dans de la porcelaine griffée Baruch Weil, avec des couverts en argent, confisqués aux déportés juifs chassés d'Allemagne. Les vieilles photos de famille, rarement sorties de leurs albums, montraient des individus fiers et élégants,
entourés de portraits d'Hitler au format proche de l'affiche de cinéma, dans des intérieurs cossus et richement décorés grâce à l'argent des partisans du Reich. Si la guerre avait été gagnée par nos compatriotes, ils auraient été les premiers à vanter leurs origines aryennes. Je comprenais la recherche de discrétion, bien sûr, mais de là à renier son propre sang, quel déshonneur! La famille n'avait tout de même pas tort sur ce sujet. Mon père était resté particulièrement proche de cette époque. Un jour de grand nettoyage, alors que je faisais un inventaire des objets de valeur de la maison, j'avais retrouvé, sous une trappe dissimulée par un tapis de sol dans la chambre de mes parents, une véritable panoplie. Entre l'exemplaire de Mein Kampf, le drapeau à croix gammée et les cadres d'Hitler, il y avait également un uniforme SS de carnaval, une cravache, des poids de plomb, cagoules, menottes, godemichés et autres. Cela concernait sans doute une époque antérieure à la longue maladie de ma mère, mais il était évident que mes parents s'étaient adonnés à des jeux sexuels qui impliquaient des scénarios nazis. Ça aurait dû me dégoûter, ou me gêner, mais au contraire, j'avais été heureux de savoir que mes parents avaient eu une sexualité débridée et fougueuse, tout en restant fidèles à leurs croyances. Farfouillant dans tous les souvenirs laissés dans cette maison, j'en avais découvert et conclu que mon grand-père, mort avant ma naissance, avait élevé mon père dans un patriotisme sans limite. Mon aïeul était conducteur du Panzerkampfwagen 6, surnommé le Tigre, fleuron de la division blindée de l'armée allemande. Sur les photos, il portait un uniforme de gradé, appuyé contre le blindage de son char gigantesque. Je l'imaginais bien raconter ses exploits d'assaut pendant la guerre, faisant rêver mon père d'une époque de gloire et de fierté, lui parlant de l'importance de perpétuer cette suprématie de la même manière qu'on me l'avait enseigné. Il avait sans doute lu et relu Le Soleil noir en long et en large, le contenu de ces pages inspirant ses désirs les plus sombres, et peut-être ses pratiques perverses. J'étais encore un peu jeune pour réaliser que j'avais également ces gènes vicieux en moi. Enfin, j'étais donc sans parents et sans amis. Mon caractère trop égocentrique était incompatible avec les rares personnes que je fréquentais. J'avais bien des difficultés pour cacher mes origines et mon éducation. On avait donc plutôt tendance à m'éviter, tout en me traitant de sale boche de merde dans le dos. Quant aux jeunes femmes, je les considérais pour ce qu'elles me montraient. Celles au physique agréable jouaient de leurs avantages et se comportaient en petites prétentieuses artificielles. Elles étaient souvent attirées par le côté mystérieux de ma personnalité, attirées également par mon indépendance. Et j'arrivais assez facilement à les déshabiller et à profiter de leur atout. Les autres, moins favorisés par la nature, les cajots à légumes, s'accrochaient tels des sangsues dès que je leur accordais un peu d'attention. J'avais donc tendance à les fuir, de peur d'être étouffé par leur présence. Sexuellement précoce, en dehors du réconfort tactile et du plaisir des sens, la compagnie des femmes m'ennuyait. Les liaisons ne duraient pas très longtemps une fois que l'acte était consommé. Mon masque de chevalier faisait vite place à mon arrogance habituelle avec les êtres que je considérais comme inférieurs. Ainsi, dans le but de combler cette solitude, je fantasmais souvent sur une fraternité ésotérique qui m'accueillerait, telle une famille de substitution. C'était le seul milieu dans lequel je me sentais bien. Cet intérêt pour les sciences occultes m'a mené dans tout un tas de directions différentes, portées au gré du hasard ou des signes qu'il me plaisait de voir un peu partout. Cherchant à faire de nouvelles rencontres et à tisser des liens avec des individus ayant les mêmes centres d'intérêt que moi, dans le cadre d'une reconstitution historique sur un lieu tellurique, je me retrouvais dans un campement médiéval en province liégeoise. Mes recherches indiquaient que cet endroit avait été le théâtre de massacres d'hérétiques et de sorciers dans un passé pas si lointain. J'estimais avoir de bonnes chances de trouver quelque chose ou quelqu'un d'intéressant. L'arbre au gibet était d'ailleurs une attraction incontournable de cette région. Il surplombait le village et son allure menaçante rappelait à tous un passé religieux d'une extrême barbarie. L'arbre était particulier. Son tronc était gonflé de boursouflures étranges. Il était parsemé de clous
d'où pendaient des bouts de ruban et ficelles, pratique païenne d'un autre temps pour obtenir la guérison d'un mal. Dans mon imaginaire, cela me donnait l'impression que cet arbre était infecté de centaines de petites tumeurs. Cela me rappelait également le corps de mon père, suspendu telle une poupée de chiffon au bout du lustre. Alors que je regardais les articles d'un stand d'artisans, plongé dans mes pensées, je réfléchissais au fait qu'à une autre époque, ses idéologies et ses jeux obscènes lui auraient valu une place sur cet arbre. C'eût quand même été plus prestigieux de dire « mon père a été pendu à l'arbre du gibet » plutôt que « mon père s'est pendu au lustre du salon ». Cela n'aurait rien changé à la finalité de l'acte, mais dans une histoire comme celle-ci, cela aurait ajouté un côté mystique supplémentaire, retirant un peu de banalité au suicide par pendaison d'un homme rongé par le désespoir. Le campement était étendu. Je me promenais au gré des allées, bordées d'échoppes de statuettes, armes décoratives et hippocras. Je longeais la liste de combats et les tentes des guerriers. Je croisais des figurants et chevaliers, dont certains en armure de plastique étaient une injure aux prétentions historiques de ce spectacle. Lorsque je fus interpellé par un homme. « Votre pentacle est à l'envers, » me fit-il. Tout d'abord étonné par cette remarque, je me souvins que j'arborais un pendentif dénommé Pentacle d'Agrippa, un homme de Vitruve dans un cercle avec quelques inscriptions en hébreu. C'était censé m'apporter bonne protection et écarter les coups du sort. Après la mort de mes parents, j'en avais conclu que ça ne fonctionnait pas. Comme j'aimais ce symbole, j'avais décidé de le porter à l'envers, en forant un trou dans le bas du médaillon. C'était juste au cas où. Et peut-être bien par esprit de contradiction. Après m'être retourné, j'aperçus un homme charismatique. Grand, des airs de noblesse dans le regard. Il avait les cheveux bras longs et ondulés, parsemés de mèches grises. Il portait également une petite barbiche et une fine moustache. Vêtu d'un costume médiéval civil avec une grosse fourrure d'animal en guise de cape, un faucon encapuchonné trônait sur sa main protégée d'un épais gant de cuir. « Je préfère le porter de cette manière, » lui répondis-je. S'ensuivit une conversation sur le bien fondé de ce symbole, pourquoi je le portais, ce qu'il représentait. Nous déviâmes sur les définitions du bien et du mal attribuées aux ordres hermétiques médiévaux, sur l'utilité des Templiers, des francs-maçons, leur contribution au patrimoine moderne, etc. Nous dialoguâmes une bonne vingtaine de minutes jusqu'à ce qu'il soit temps pour mon interlocuteur d'aller assurer le spectacle pour lequel il était présent. Avant de prendre congé, il me laissa sa carte en me proposant tout d'abord de visiter et observer leur campement, et ensuite d'assister à une de leurs réunions mensuelles. Sur cette carte, il était indiqué « Ordre de Saint-Michel, chevalerie et fauconnerie, sénéchal Jacques le Duc ». Un numéro de téléphone était également inscrit au verso. Je suivis sa suggestion et je m'approchai du campement. Il était interdit au public, hormis pour quelques individus accrédités, tels des photographes ou organisateurs. Repoussé par des gardes costumés équipés d'armes d'ast, je leur signifiai mon invitation par le fauconnier le duc. Ce fut suffisant pour m'en permettre l'accès. Plusieurs compagnies formaient des grappes de tentes autour des étendards. De loin, je vis le fauconnier qui donnait des ordres à de jeunes adultes en armure. J'en déduisis qu'il s'agissait de l'ordre de Saint-Michel. Je fus envahi d'une curieuse impression familière qui me rappela mon éducation rigoureuse. Ils avançaient au pas, droits comme des i, les tenues et les armes identiques, sans aucune expression ou émotion, de vrais soldats. Cette attitude me plaisait. Par contre, me déguiser avec une armure d'acier, ça m'attirait beaucoup moins. J'avais compris de notre conversation que, s'il y avait matière ésotérique ou ordre initiatique là-dedans, il fallait sans doute débuter en bas de l'échelle. Ça impliquait forcément de porter cet accoutrement pour jouer dans les spectacles de combat. J'avais patienté une bonne semaine avant de me décider à téléphoner à cet homme. Après tout, cela ne m'engageait à rien de participer à une réunion. À la suite d'un bref contact, j'avais été invité à me rendre à une adresse en début du mois suivant.
À la date prévue, un vendredi, je me retrouvais devant une grosse ferme réaffectée, entourée d'un vaste terrain. Il y avait des prairies, des boxes de chevaux et plusieurs annexes qui semblaient aménagées et habitées. Après vérification de mon invitation, je fus encouragé à suivre le portier qui m'avait ouvert et à aller m'asseoir dans une salle qui était une ancienne grange rénovée. Nous étions quelques-uns assis sur des chaises dans le fond de cette pièce, en face d'une grande estrade qui ressemblait à une nef d'église païenne bon marché. Des draps rouges étaient étendus çà et là pour meubler un peu. Quelques gros chandeliers surmontés de cierges blancs décoraient le pourtour. Au centre se trouvait une espèce de gros siège de bois faisant office de trône. Au-dessus de celui-ci flottait une bannière, la même que celle exposée sur le site médiéval. On pouvait y voir quelques coquillages stylisés de couleur or, en cercle sur un fond rouge. Sur le campement, sa présence s'était fondue dans le contexte. Je n'y avais pas fait attention. Ici, par contre, cela semblait incongru, pas du tout en harmonie avec l'endroit, comme tout le reste des artefacts décoratifs d'ailleurs. Après quelques minutes d'attente dans le silence, pendant lesquelles 2 ou 3 autres personnes nous rejoignirent, un boum retentit, saisissant tout le monde et annonçant le début de la réunion. Nous fûmes invités par le portier à nous lever pour l'entrée des membres de l'ordre. Ceux-ci pénétrèrent dans la pièce un par un, vêtus de costumes de croisée avec un gros coquillage en guise de croix templière sur la cotte d'armes. Ils portaient tous une épée et, telle une procession de moines se rendant aux vêpres, prirent place de chaque côté du trône. Une fois que tous les membres furent en position, le sénéchal fut annoncé. Tous dégainèrent leurs armes en les pointant vers la porte d'entrée dans un simulacre d'Ave César ou de Heil Hitler vers le personnage. Lorsqu'il passa la porte avec prestance, je reconnus de suite mon interlocuteur lors du festival. Il était habillé comme les autres, sauf qu'il portait la même fourrure mêlant le blanc et le gris sur les épaules. Il s'avança avec un genre de crosse épiscopale à la main. Une fois le maître des lieux assis sur le trône, les membres rangèrent leurs épées. Notre hôte commença par nous souhaiter la bienvenue et nous invita à nous asseoir également. Dans le mouvement collectif, cela m'avait paru naturel, mais, avec le recul, je me demandais pourquoi on avait dû se lever pour l'entrée de ces hommes. Qu'avait-il de si particulier pour qu'on soit forcé de leur accorder autant d'importance? Cette pensée m'irritait, et ça ne présageait rien de bon pour la suite. Lors de cette conférence, le sénéchal nous apprit que leur ordre était la descendance directe des chevaliers de Saint-Michel. Il en était le dépositaire, et il possédait une fontaine d'honneur et une généalogie d'anoblissement authentique qui remontait au roi de France. Rien que ça. Il véhiculait les idéaux de la chevalerie, la noblesse, le respect et le courage en tant que credo principal, vantant les mérites d'appartenir à une élite de la population empreinte de valeurs qui se perdent au sein de la société actuelle. Tout cela était agrémenté d'un blabla philosophique confus qui n'avait pas grand-chose à voir avec un quelconque ésotérisme. Les premières minutes furent tenues et observées par les membres, stricts et immobiles, regard fixé droit devant. Cette attitude se transforma, au fur et à mesure du discours, en des curages de nez abyssaux, en des soupirs de lassitude et des bâillements à peine dissimulés. Voici donc toute la noblesse protocolaire de cet ordre une fois son naturel retrouvé. Je regardai attentivement la crosse épiscopale, du plastique imitation bois. Je trouvai qu'elle paraissait encore plus authentique que le discours prononcé. J'interpellai avec discrétion mes voisins de chaise et je leur demandai si cette pièce de théâtre dissimulait un quelconque intérêt occulte ou spirituel. Mon voisin de gauche, un homme ventripotent d'une 50aine d'années, une caricature d'ouvrier d'usine, fut le seul à réagir. Contrarié, il me répondit qu'il s'agissait d'une philosophie de vie et d'un chemin de pureté qui donnait tout le sens spirituel au groupe. En y réfléchissant, je dus reconnaître qu'il avait raison. Ça ne semblait pas être autre chose qu'un club de frustrés qui voulaient se sentir important le temps d'une soirée en toge et armé d'une épée.
J'étais donc au milieu de personnages qui cultivaient une noblesse chevaleresque qui n'existe que dans les livres. La réalité de la chevalerie était bien moins reluisante avec les pillages, les viols et autres vilainies, telles que le droit de cuissage. La plupart des membres étaient probablement des ringards ratés, qui tentaient de fuir un quotidien insipide, fait de l'éternel recommencement, métro, boulot, dodo. Il ne fallait pas être un grand stratège pour découvrir le fin mot de l'histoire. Cette réunion n'était rien d'autre qu'une conférence informative pendant laquelle de nouveaux membres étaient recrutés afin de grossir les rangs. Un campement bien fourni devait rapporter de gros contrats juteux empochés par le sénéchal, de même que les exorbitantes cotisations demandées pour lui cirer les chaussures et le vénérer. À l'évidence, je n'étais qu'un novice en matière de mégalomanie à côté de cet homme. Je dus bien avouer que monsieur le duc était un beau parleur et un connaisseur, si je me référais à notre conversation. Mais je me demandais ce que je faisais assis au milieu d'individus dont le costume ne masquait en rien une totale ignorance en matière ésotérique. À la fin de cette réunion, le sénéchal acheva la séance en invitant ceux qui désiraient s'inscrire à rester pour observer la cérémonie d'adoubement qui allait suivre. Quant aux autres, ils furent invités à prendre congé. Profitant de cet intermède, pendant lequel membres et invités étaient réunis pour se désaltérer dans un coin de la salle aménagé en bar improvisé, par courtoisie, j'allai trouver mon hôte pour l'informer de mon manque d'enthousiasme. Son comportement fut bien différent par rapport à notre première conversation. Dès mon inintérêt annoncé, il se détourna de moi avec dédain pour s'approcher d'un groupe qui semblait bien plus disposé à rejoindre sa paroisse. Cette attitude finit par me convaincre de la justesse de mes hypothèses et de l'inutilité de cette démarche. Sans plus attendre, je pris la direction de la sortie. Dès que je fus à l'extérieur, je ne pus m'empêcher d'exprimer mes sentiments. « Quelle bande de ploucs !» marmonnai-je. « J'ai bien résumé !» répondit un homme avec un fort accent flamand. Sans le vouloir, j'avais attiré l'attention d'un autre invité qui fumait avec nonchalance sur le parking. À moitié assis sur le capot de sa voiture, cet homme filiforme aux traits émaciés tirait de longues bouffées sur sa cigarette. Vu son physique, je ne lui donnais pas plus qu'une trentaine d'années, mais son visage exprimait une tristesse intemporelle. Pour ne pas avoir l'impression d'être venu pour rien, j'en profitai pour faire un peu la conversation, indiquant que j'avais été approché et appâté avec un aspect bien différent, plus proche d'une voix occulte et spirituelle. Il fut assez surpris, car il pensait être le seul dans cette situation. Déjà initié au sein d'un groupe, il cherchait, par le biais de l'ordre de Saint-Michel, l'opportunité d'élargir ses connaissances et éventuellement de faire des rencontres influentes. Tandis que nous poursuivions notre conversation, de plus en plus passionnante, les autres conviés et membres apparurent à l'extérieur, ce qui indiquait que la réunion était terminée. Nous décidâmes alors de prolonger cet échange dans sa voiture, tandis qu'il me raccompagnait. Toujours dans la précarité, je n'avais pas encore de véhicule. C'était une époque où je pouvais traverser la Belgique de part et d'autre en autostop et à pied. Le trajet nous laissa assez de temps pour terminer le débat entamé sur les dieux et les démons. Avant de sortir de la voiture, il me demanda mon numéro de téléphone. Celui-ci étant coupé depuis des mois, il dut se contenter d'une adresse postale. Il était d'accord pour se porter garant de mon intronisation dans son groupe. Il m'assura du sérieux de leur démarche et il s'engagea pour moi. Cette attitude me réconforta. Sa gentillesse me laissait présager cette famille fraternelle que je recherchais. Mais, conformément à un règlement interne, il devait tout d'abord en discuter avec ses responsables avant de promettre quoi que ce soit. Je le saluai de la main alors qu'il repartait. Je m'imaginais déjà être membre de cette fraternité. Les portes s'ouvraient devant moi. J'allais enfin découvrir tous ces mystérieux secrets qui peuplaient mes nuits. Allongé sur mon lit, attendant un sommeil qui n'arrivait pas, je me projetais dans un futur proche.
Grâce à ces maîtres de magie, j'allais bientôt être investi des pouvoirs que je convoitais. Je rêvassais, j'imaginais revenir dans le passé, soigner ma mère avant qu'elle meure, vivre heureux comme avant.